17 juillet 1945, Potsdam, Allemagne. Winston Churchill ajuste son nœud papillon et pousse la porte de la salle de conférence, convaincu qu'il va croiser le regard de son vieil ami et adversaire favori, Franklin Delano Roosevelt. L'homme, qui comprenait ses plaisanteries, supportait ses discours interminables et partageait sa vision du monde d'après-guerre. À la place, de l'autre côté de la table cirée, est assis un homme trapu, lunettes épaisses, vêtu d'un simple costume gris. Harry S. Truman, un ancien marchand de chemises d'Independence, Missouri. Un homme que Churchill n'a rencontré qu'une seule fois et qu'il a aussitôt jugé insignifiant. Il y a à peine 90 jours, Truman était le vice-président oublié. Roosevelt le tenait à distance, ne lui révélant presque rien sur la stratégie militaire, les accords diplomatiques ou l'arme secrète en cours de fabrication dans le désert du Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, cet obscur politicien occupe la fonction la plus puissante de la planète. Churchill observe Truman feuilleter ses dossiers avec des mains épaisses et sans finesse. Il remarque les lunettes épaisses, l'accent plat du Midwest, l'absence totale de grâce aristocratique. Là où Roosevelt citait de la poésie et menait les conversations avec une élégante obliquité, Truman pose des questions directes, presque brutales. Il veut des faits, pas de philosophie. Des chiffres, pas de nuances. Pour Churchill, né au palais de Blenheim et formé dans les meilleures écoles d'Angleterre, cet homme semble tragiquement dépassé par les événements. En quelques heures, il confie à ses proches collaborateurs que Truman manque de naissance, d'éducation et de sophistication diplomatique pour affronter Staline et façonner la paix. Ce que Churchill ne voit pas, ce qu'il refuse d'admettre lors de cette première rencontre tendue, c'est qu'il est sur le point de commettre la pire erreur de jugement de son extraordinaire carrière politique. 3 mois plus tôt, l'idée qu'Harry Truman puisse se retrouver face à Winston Churchill autour d'une table de conférence aurait paru impossible, voire absurde. 12 avril 1945. Warm Springs, Géorgie. Franklin. Delano Roosevelt est assis à son bureau, posant pour un portrait. Le soleil de l'après-midi filtre à travers les fenêtres. Une portraitiste travaille en silence dans un coin de la pièce. Soudain, sans prévenir, Roosevelt porte la main à sa tempe et marmonne qu'il a une terrible migraine. Il s'affaisse. En quelques minutes, le président est inconscient. Quelques heures plus tard, il n'est plus. Hémorragie cérébrale massive. La nouvelle déchire la Maison-Blanche, puis se propage comme une onde de choc jusqu'à toutes les capitales alliées de la planète. L'homme qui a guidé l'Amérique pendant 12 ans de crise économique et de guerre, qui a rencontré Staline et Churchill à Téhéran et à Yalta, qui connaissait chaque dossier secret et chaque promesse diplomatique, est mort. À Londres, Churchill reçoit le télégramme dans son bureau privé. Il le lit 2 fois, reste longtemps silencieux, puis se détourne de ses collaborateurs. Plus tard, il confiera qu'il a l'impression d'avoir perdu non seulement un collègue, mais un véritable ami dans le combat pour la civilisation même. Le moment ne pouvait pas être pire. En Europe, le Troisième Reich s'effondre, mais n'a pas encore capitulé. Les forces allemandes résistent encore, tandis que les armées américaines et britanniques progressent vers Berlin par l'ouest, et que les chars soviétiques avancent inexorablement par l'est. Les villes brûlent, les réfugiés fuient. Les dernières batailles font rage avec une sauvagerie extrême. Dans le Pacifique, le Japon ne montre aucun signe de reddition. Les généraux américains préparent discrètement les plans d'invasion des îles principales, des opérations qui pourraient coûter 1 million de vies. L'ennemi se bat avec un fanatisme absolu sur chaque île, chaque plage, chaque colline. Et à travers l'Europe de l'Est, Joseph Staline avance vite. Les armées soviétiques occupent la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie. Des gouvernements amis, dit-on. Des régimes marionnettes, chuchotent tous les autres. Les politiciens non communistes sont arrêtés, intimidés ou disparaissent mystérieusement. Staline trace des lignes sur la carte, des lignes qui deviendront bientôt des barrières de béton et de barbelés. Tous les dirigeants alliés comptaient sur Roosevelt pour naviguer dans cette phase finale périlleuse. Lui connaissait les accords, comprenait les promesses, tenait dans sa tête les fils de 1000 conversations secrètes. Au lieu de cela, le monde hérite de Truman. Un vice-président que Roosevelt consultait à peine. Un homme tenu si éloigné des affaires qu'il n'avait même pas connaissance de la bombe atomique avant d'être investi. Un ancien sénateur du Missouri
sans expérience de politique étrangère et sans la moindre relation avec Churchill ou Staline. Pour Churchill, c'est un désastre. Du jour au lendemain, il perd non seulement le président américain, mais le seul dirigeant américain avec lequel il savait vraiment travailler. Roosevelt parlait sa langue. Il pouvait passer des heures à échanger des références historiques, à élaborer des compromis élégants, à fumer des cigares et boire du brandy tout en redessinant le monde. Désormais, Churchill fait face à un inconnu, un point d'interrogation en costume bon marché. Cet homme encore jamais éprouvé peut-il maintenir l'alliance unie au moment où cela compte le plus? La réponse instinctive de Churchill est non, et il parvient à cette conclusion avant même que Truman n'ait prononcé un seul mot. Churchill connaît la biographie en quelques jours. Harry S. Truman, né dans une ferme du Missouri. Lunettes épaisses depuis l'enfance. N'a jamais terminé l'université. A échoué en affaires. Fait faillite avec une boutique de vêtements pour hommes à Kansas City. A gravi les échelons de la politique démocrate locale, siégé au Sénat, choisi comme vice-président presque par défaut. Pour Churchill, né au palais de Blenheim, fils d'une famille ducale, y formé à Harrow et Sandhurst, ce parcours est accablant, pas seulement différent, inférieur. Ce n'est pas seulement une question de compétence. C'est une question de rang, d'éducation, de savoir si un homme issu d'un milieu aussi ordinaire peut comprendre le jeu délicat et empoisonné qui se joue à présent à travers l'Europe. Churchill croit que les grandes puissances doivent être dirigées par de grands hommes. Des hommes cultivés, de lignée, dotés d'une autorité naturelle. Pas par des commerçants ratés. Les premières conversations à Potsdam confirment tous ces soupçons. Churchill fonctionne comme il l'a toujours fait. Il tourne autour du sujet avec des anecdotes, des parallèles historiques, des citations de Shakespeare ou de Cicéron. Il crée une atmosphère, installe une humeur, établit une compréhension commune avant de révéler ce qu'il veut vraiment. Pour lui, la diplomatie est un art de la scène. Roosevelt adorait cela. Il jouait le jeu, renvoyait ses propres références, laissait Churchill arriver à son but. Truman, lui, ne joue pas. Quand Churchill se lance dans une vaste réflexion sur l'équilibre européen des puissances, Truman l'interrompt avec des questions plates et directes. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Combien de troupes cela nécessiterait-il? Quel en serait le coût? Pourquoi les États-Unis devraient-ils s'engager là-dedans? Pour Churchill, cela sonne grossier. Presque insultant. Comme si un employé de bureau l'interrompait au milieu d'un discours soigneusement préparé. Truman, de son côté, trouve le style de Churchill épuisant et manipulateur. Là où Roosevelt voyait du génie, Truman ne voit qu'un aristocrate, vieillissant, qui boit trop, parle trop longtemps et considère les Américains comme un gigantesque chéquier destiné à soutenir l'Empire britannique. Chaque fois que Churchill enveloppe une exigence dans un langage élégant sur la civilisation occidentale ou le destin anglo-américain, Truman traduit mentalement la même chose. La Grande-Bretagne veut quelque chose et s'attend à ce que nous payions la note. À Westminster, les blagues s'écrivent toutes seules. À l'ambassade britannique de Washington, dans l'entourage proche de Churchill, une expression circule en chuchotant « Truman, c'est le mercier », l'homme du magasin de chapeaux qui a trébuché par hasard dans le fauteuil de Roosevelt. On ne sait pas si Churchill emploie lui-même cette formule exacte, mais il en partage assurément l'esprit. Un homme d'un milieu aussi ordinaire, d'une éducation aussi limitée, d'une manière aussi brutale, ne peut absolument pas maîtriser le jeu complexe qui se déroule désormais entre Washington, Londres et Moscou. Dès les premières réunions à Potsdam, Churchill n'est pas simplement sceptique. Il est convaincu que l'histoire a commis une effroyable erreur. Cette conviction devient inébranlable le jour où les deux hommes s'assoient avec Staline avant. L'ouverture officielle de la conférence le 17 juillet, Churchill tente d'organiser les choses à l'ancienne. Il demande un entretien privé avec Truman d'abord, juste les deux dirigeants et quelques conseillers de confiance. Aucune présence soviétique, aucun compte-rendu officiel, le but est simple et très classique. Arrêter une position anglo-américaine commune sur la Pologne et l'Europe de l'Est, puis la présenter à Staline comme un front uni. C'est exactement ainsi que Churchill procédait avec Roosevelt, à Téhéran, à Yalta, à chaque conférence précédente. Cela met en valeur tous ses atouts, l'intimité, le charme personnel, l'image de deux hommes d'État sages qui décident tranquillement du sort du monde.
Truman refuse. Il accepte de rencontrer Churchill, mais pas de négocier en secret une politique envers Staline dans son dos. Toute discussion de fond sur la Pologne, les réparations allemandes ou les frontières d'après-guerre doit avoir lieu en présence de Staline et figurer au procès-verbal. Pour Churchill, c'est un choc. Plus d'accords murmurés, plus de gentlemen's agreements griffonnés sur une nappe, plus de combines en coulisses. Cela signifie aussi perdre l'avantage qu'il pense détenir. L'expérience, la sophistication, la capacité à déjouer ses adversaires grâce à une diplomatie supérieure. Les séances plénières à Potsdam ne font qu'accentuer le choc. Churchill veut que Truman affronte Staline avec fermeté sur la Pologne. Exiger des élections vraiment libres, dénoncer les arrestations de dirigeants non communistes, déclarer clairement que l'armée rouge ne peut pas transformer la moitié de l'Europe en zone d'influence soviétique. Staline repousse avec aisance, invoquant des préoccupations de sécurité et des griefs historiques. La Pologne a toujours été le corridor par lequel la Russie est envahie, argue-t-il. 2 fois en 30 ans, des armées allemandes y sont passées pour attaquer la Russie. Moscou a besoin de gouvernements amis à ses frontières. Ce n'est pas de l'expansion, assure-t-il. C'est de la survie. Churchill se tourne vers Truman, s'attendant à ce que le président américain le soutienne avec le poids économique et militaire que seuls les États-Unis possèdent désormais. Mais les réflexes de Truman sont différents. Il se méfie de Staline. C'est évident. En revanche, il n'a aucune envie de transformer la question polonaise en confrontation directe qui risquerait de déclencher une nouvelle guerre. Surtout pas pour défendre la vision britannique de l'équilibre européen des puissances. Il reste ferme dans le ton mais prudent. Il cherche des compromis plutôt que des ultimata. Là où Churchill veut tracer une ligne spectaculaire dans le sable, Truman veut éviter tout geste qui pourrait entraîner des soldats américains dans de nouvelles batailles au nom d'empires d'un autre âge. À l'issue de ses premiers jours, Churchill tire sa conclusion. Truman n'est pas seulement brusque et provincial. Il ne comprend fondamentalement pas la carte délicate et dangereuse de l'Europe d'après-guerre. L'homme du Missouri, décide Churchill, n'y connaît rien en géopolitique. Mais la confirmation définitive ne viendra ni de la Pologne, ni de l'Allemagne. Elle viendra du Japon. Plus précisément, elle viendra d'une arme que la Grande-Bretagne a contribué à créer, mais qu'elle ne contrôle plus. Pendant la guerre, des scientifiques britanniques ont apporté une contribution décisive au projet Manhattan. Sur le papier, Londres était un partenaire à part entière dans la course à la maîtrise de l'énergie atomique. Les meilleurs cerveaux britanniques ont travaillé sur la physique, l'ingénierie, la théorie. En pratique, à l'été 1945, la bombe est entièrement américaine, financée par l'argent américain, construite dans des laboratoires américains, gardée par des soldats américains et placée sous l'autorité exclusive du président des États-Unis. Quand Truman reçoit à Potsdam la nouvelle que le premier essai à Alamogordo a réussi, que le sable du désert s'est transformé en verre, et que l'arme fonctionne exactement comme prévu, il ne demande pas à Churchill ce qu'il convient d'en faire. Il n'ouvre même pas un vrai débat sur l'opportunité de l'employer, ni sur la manière ou le moment. Il se contente d'informer son homologue britannique que les États-Unis disposent désormais d'une arme décisive et qu'il compte l'utiliser pour mettre fin à la guerre contre le Japon. Churchill comprend parfaitement ce que cela signifie. La Grande-Bretagne a investi ses ressources intellectuelles dans le projet en pensant préserver son statut de grande puissance dans le monde d'après-guerre. Au moment décisif, la décision lui échappe totalement. Hiroshima et Nagasaki seront détruites ou épargnées, selon la seule volonté d'un homme que Churchill considère encore à moitié comme un politicien provincial, pour une nation qui se désignait autrefois comme l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Le symbole est d'une brutalité implacable. Désormais, le soleil se lève et se couche sur Washington. La forme blesse presque autant que le fond. Truman parle à Churchill par courtoisie, pas comme à un égal. On n'a plus le sentiment de 2 partenaires historiques pesant ensemble une tragédie morale. Le dirigeant britannique peut conseiller, hocher la tête ou froncer les sourcils. Mais il ne peut pas opposer son veto. La décision appartient à Washington, et à Washington seul. À Londres,
Les adversaires politiques de Churchill l'accuseront plus tard d'avoir été trop prompte à suivre le sillage américain, d'avoir sacrifié l'indépendance britannique. En privé, Churchill ressent quelque chose qui ressemble davantage à l'humiliation. Roosevelt, malgré tous ses défauts, s'était toujours donné la peine de faire sentir à Churchill qu'il était un allié indispensable. Il le consultait. Il tenait compte de son avis. Il rendait le partenariat crédible, même quand la puissance américaine écrasait celle de la Grande-Bretagne. Truman, lui, agit comme si le rôle de la Grande-Bretagne à l'ère atomique était déjà secondaire. Utile, peut-être. Décisif, non. C'est à cet instant précis. En lisant les télégrammes et en prenant conscience que son avis pèse si peu sur la décision la plus lourde de conséquences de toute la guerre, que l'irritation de Churchill se mue en mépris. À ses yeux, Truman n'a pas seulement mal géré Staline et mécompris l'Europe. Il vient de prouver qu'il ne maîtrise même pas les règles élémentaires de courtoisie entre grandes puissances. Un homme capable de traiter la voix de la Grande-Bretagne comme facultative, conclut Churchill, est indigne du fauteuil de Roosevelt. Si la bombe atomique révèle le nouvel équilibre des forces, la question de l'Empire met au jour quelque chose de plus profond encore. Deux visions radicalement opposées de ce à quoi doit servir la puissance. Churchill n'a jamais caché ses convictions. Pour lui, l'Empire britannique n'est ni une relique gênante, ni un compromis moral. C'est la colonne vertébrale de l'ordre mondial. La structure, qui maintient les routes maritimes ouvertes, assure la stabilité sur plusieurs continents, répand le droit et les valeurs britanniques dans des régions du globe qui sombreraient, sinon dans le chaos. L'Inde, surtout, est non négociable. Perdre l'Inde, ce n'est pas seulement perdre un territoire, c'est perdre des ressources, de la profondeur stratégique, le statut mondial. C'est perdre le cœur psychologique de la prétention britannique à être une grande puissance. Même maintenant, avec Londres bombardée et le trésor au bord de la faillite, Churchill imagine encore un avenir où les drapeaux britanniques flottent du Caire à Singapour, maintenus par le soutien financier américain. Truman regarde la même carte et voit tout autre chose. Il a grandi avec les récits de 1776, d'une petite rébellion coloniale qui a renversé un empire lointain. Pour lui et nombre de ses conseillers, l'ère des empires formels touche à sa fin. Le langage de la charte de l'Atlantique, autodétermination, aucun accroissement territorial, n'est pas seulement de la propagande de guerre, c'est un principe. Si les États-Unis doivent diriger le monde d'après-guerre, ce ne sera pas comme le partenaire junior de vieux systèmes coloniaux. Ce sera comme le champion d'un ordre nouveau où les nations, du moins en théorie, choisissent elles-mêmes leur chemin. Voilà la ligne de faille qui court sous presque tous leurs désaccords après 1945, quand Churchill parle de polisser la Méditerranée, ou de sécuriser les routes vers l'Extrême-Orient. Il pense en termes impériaux, bases militaires, stations navales, voies maritimes protégées, possessions coloniales. Quand Truman parle de reconstruire l'Europe ou de contenir l'expansion soviétique, il pense en termes d'État souverain, de marché ouvert, de légitimité démocratique. Churchill a besoin de l'argent, des armes et du soutien diplomatique américain pour étayer une structure qui se fissure depuis bien avant la Première Guerre mondiale. Truman est de plus en plus prêt à utiliser ce même levier américain. Prêt, aide, pression diplomatique, pour pousser la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas vers la décolonisation. Churchill peut accepter une Amérique qui sauve la Grande-Bretagne. Il supporte mal une Amérique qui lui fait la leçon. Plus il perçoit clairement les instincts de Truman sur l'Inde, sur les colonies africaines, sur le langage des mouvements d'indépendance, moins il voit en lui un simple novice maladroit. Il commence à y voir une menace directe contre le monde que Churchill a passé sa vie entière à défendre. Un monde de hiérarchies impériales, de devoirs et de fardeaux que Truman semble résolu à démanteler. Pour Churchill, la torsion la plus amère vient du fait qu'il lit l'avenir avec une parfaite lucidité, sans que cela lui rende la moindre once d'influence. Mars 1946. Fulton, Missouri. Churchill se rend dans le propre fief de Truman, dans une petite ville universitaire du Midwest, pour prononcer ce qu'il espère être un électrochoc pour l'Amérique. Sur le papier, c'est une occasion amicale. L'ancien Premier ministre britannique, invité par le président lui-même, prend la parole à Westminster College. En réalité,
Churchill y voit sa dernière chance de sonner l'alarme. La guerre est finie, mais l'armée de Staline occupe toujours la moitié de l'Europe. Les dirigeants non communistes, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, sont méthodiquement écartés. Les élections, quand elles ont lieu, sont pilotées depuis Moscou. Toute opposition démocratique est écrasée. Churchill a vu ce schéma se dessiner à Yalta, à Potsdam, dans chaque action soviétique depuis 1944. À Fulton, il décide de le nommer publiquement. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, déclare-t-il. Un rideau de fer est descendu sur le continent. Derrière ce rideau, avertit-il, se trouvent toutes les capitales de l'Europe centrale et orientale, désormais sous un contrôle soviétique croissant. Varsovie, Prague, Budapest, Bucarest, toutes tombent dans l'ombre de Moscou. Le discours, plus tard connu sous le nom de discours du rideau de fer, n'est pas une improvisation émotionnelle. Il est calculé, délibéré, prophétique. L'histoire le confirmera avec une précision clinique. Une fois de plus, Churchill devance tous les dirigeants occidentaux en identifiant ce que signifie réellement la stratégie d'après-guerre de Staline. Il voit le schéma se mettre en place, la menace se matérialiser, le danger se solidifier. Truman comprend le fond. Il a vu assez de Staline, à Potsdam, pour partager les soupçons de Churchill. Mais quand la tempête éclate, le président américain recule. Les journaux américains accusent Churchill de bellicisme, de vouloir entraîner les États-Unis dans une nouvelle confrontation pour sauver un empire britannique agonisant. La propagande soviétique s'empare avec joie du discours pour le présenter comme la preuve d'une hostilité anglo-américaine, d'une agression occidentale, d'un complot impérial. Sous le feu croisé, la Maison-Blanche de Truman précise rapidement que Churchill n'a parlé qu'à titre personnel, et non comme porte-parole de la politique américaine. Et ce, alors même que Truman était littéralement assis sur l'estrade derrière lui pendant qu'il prononçait ces mots. Pour Churchill, c'est une humiliation déconcertante. Il a traversé un océan sur invitation du président pour alerter l'Amérique depuis le cœur même de l'Amérique. Il sera prouvé qu'il avait raison sur le danger, les événements en Tchécoslovaquie et à Berlin le confirmeront bientôt. Pourtant, au moment décisif, Truman refuse de se tenir publiquement à ses côtés. L'homme qui fut jadis le partenaire indispensable de Roosevelt se retrouve traité comme un invité gênant dont les idées risquent d'embarrasser l'hôte. Le symbole est criant. Churchill voit encore plus loin que la plupart. Il trouve encore les formules qui définissent une époque. Mais il ne tient plus le volant. Le centre de gravité a définitivement basculé de Londres à Washington. D'un homme d'État impérial qui tente de sauver un ordre mourant à un président du Midwest qui en construit un nouveau. Le monde suivra les lignes que Churchill a tracées à Fulton, mais il avancera sous la main de Truman. Dans les années qui suivent ce discours, Truman met discrètement en place exactement le type de réponse à la puissance soviétique que Churchill réclamait. Et ce faisant, il renverse tous les jugements sur sa capacité à exercer la fonction. 47. La pression communiste s'intensifie en Grèce et en Turquie. Des insurrections locales menacent de renverser les gouvernements. Staline observe, attendant de voir si l'Occident réagira. Truman se présente devant le Congrès et proclame ce qui deviendra la doctrine Truman. Les États-Unis, déclare-t-il, soutiendront les peuples libres qui résistent à la subversion par des minorités armées ou des pressions extérieures. C'est la première déclaration, claire que l'Amérique ne se repliera pas sur l'isolement après la guerre, qu'elle assumera la responsabilité première de contenir l'expansion soviétique, venant du Mercier. Que Churchill méprisait, c'est une ligne dans le sable d'une audace inattendue. Puis vient ce dont Churchill a parlé pendant des années sans jamais le réaliser. De l'argent à une échelle suffisante pour sauver un continent qui s'effondre. Le programme de redressement européen, le plan Marshall. Des milliards de dollars injectés en Europe occidentale. Industrie relancée, monnaie stabilisée, infrastructures reconstruites, attractivité des partis communistes sapée, sans tirer un seul coup de feu. Churchill avait passé des années à dire qu'il fallait sauver l'Europe de la ruine économique. Truman le fait réellement en utilisant les ressources inégalées de l'Amérique pour relever ses alliés et les arrimer à Washington. Puis,
En 1949, arrive l'OTAN, une alliance permanente en temps de paix liant les États-Unis à la défense de l'Europe occidentale, l'organisation du traité de l'Atlantique. Nord transforme les engagements de Truman en obligations concrètes. Une attaque contre... L'un sera considéré comme une attaque contre tous. C'est exactement le type d'architecture de sécurité collective dont Churchill avait autrefois rêvé être le maître d'œuvre. Elle est forgée à la place par le mi-souriant discret qu'il avait rayé de la carte. Quand Staline met cette détermination à l'épreuve en coupant en 1948 les accès routiers et ferroviaires à Berlin-Ouest, Truman fait un choix qui révèle sa maîtrise géopolitique. Au lieu de reculer ou de déclencher une confrontation militaire, il ordonne un pont aérien. Des vols jour et nuit acheminent vivres, carburant et matériel vers une ville encerclée derrière les lignes soviétiques. Pendant près d'1 an, les avions américains et britanniques nourrissent Berlin-Ouest depuis les airs, jusqu'à ce que Staline recule en silence. C'est une leçon magistrale de pression maîtrisée. La preuve que Truman sait parfaitement défier le Kremlin sans faire basculer le monde dans une 3e guerre mondiale. Même en Asie, où la guerre froide devient chaude en Corée, Truman fait preuve d'une fermeté qui surprend ses détracteurs. Quand le général Douglas MacArthur, le soldat le plus célèbre d'Amérique, défie ouvertement l'autorité civile et flirte avec l'idée d'élargir le conflit à la Chine, Truman fait ce que Roosevelt n'avait jamais osé. Il le limoge, avril 1951. Au plus fort du conflit et au prix d'un coup politique énorme, Truman relève MacArthur de son commandement pour défendre un principe. Les généraux obéissent aux dirigeants élus, et non l'inverse. C'est un acte de courage constitutionnel qui stupéfie le monde et contribue à définir les limites du pouvoir militaire américain. Prises ensemble, ces décisions racontent une histoire radicalement différente de celle que Churchill avait écrite dans sa tête à Potsdam. Le politicien de petite ville du Missouri ne tâtonne pas dans le monde d'après-guerre. Il en dessine l'architecture, endiguement, reconstruction, alliance, confrontation calibrée. Truman transforme ces concepts en politique bien avant qu'ils ne deviennent des termes de manuel. L'homme que Churchill avait relégué au rang de boutiquier devient l'architecte d'un nouvel ordre mondial. Le jugement précoce de Churchill reste, aujourd'hui, l'un des plus grands contresens de l'histoire politique moderne. Churchill était convaincu que Truman échouerait, mais l'histoire en avait décidé autrement. Le monde d'après-guerre ne fut pas façonné à l'image de Churchill, il fut façonné à l'image de Truman. L'homme qu'on avait jugé indigne devint l'architecte de l'ordre dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Si vous ne voulez pas manquer d'autres, histoire méconnue comme celle-ci, des récits sur ces dirigeants que tout le monde a sous-estimés et qui ont discrètement changé le cours du monde, abonnez-vous dès maintenant. Mettez un pouce bleu si cette histoire vous a surpris. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quel personnage historique, selon vous, mériterait qu'on raconte son histoire la prochaine fois.